Bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte et je précise que cette séance est retransmise en direct. Et donc je vais commencer par faire l'appel. Donc Aurélie Guitny présente, Nathalie Priour, présente. Stéphane Lambert, présent. Monique Dionnet, Gérard Alain, présent. Christine Girodino, présent. Roger Masson, présent. Constant Chauvet, présent. Isabelle Nicolas, présent. Catherine Nelgouache est absente et a donné pouvoir à Christine Girodino. Olivier Guillet, Nathalie Bossard est absente et a donné pouvoir. Il n'y a pas donné. Non, elle est absente pour l'instant. C'est Yannick Lebihan qui est absent et qui a donné pouvoir à Stéphane Lambert. Laurence Renaudino. Anthony Jaunâtre, absent et a donné pouvoir à Gérard Alain. Donc Samuel Berthelot et Nathalie Bossard vient d'arriver aussi dans la foulée. Thierry Ricci, David Binet, Mariette Loira, Christophe Belin, David Rimbert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc, Christine Chevalier, présent. Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, non, pas pour l'instant. Frédéric Hérault, absent et a donné pouvoir à Bruno Clavier. Sandra Augiras, présente. Et Bruno Clavier, présent. Donc le quorum est atteint. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et je vais vous demander d'approuver donc le compte-rendu du dernier conseil municipal, à moins qu'il y ait des remarques. Pas de remarques. Donc c'est OK. Donc il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et Nathalie Priour est volontaire. Et donc du coup c'était maintenant. Avez-vous des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil en date du 12 septembre? Non, c'était bon. C'était bon. J'ai fait dans le bon ordre. Donc le PV est adopté. OK. Et donc on va commencer par le premier point, la modification de la composition des commissions communales. Et c'est Nathalie Priour qui va vous présenter ce point. Donc l'article L 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions municipales. Comme à chaque renouvellement des conseillers municipaux, il y a lieu de procéder à la mise en place des commissions communales. Chaque commission se compose d'un président et de membres. Le règlement intérieur du conseil municipal précise le fonctionnement des commissions. Les commissions n'ont pas de pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. Vu la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2023 portant installation du conseil municipal, vu les articles 7 et 8 du règlement intérieur du conseil municipal, il convient de modifier la composition des commissions municipales comme suit. Donc là, on vous fait une proposition. S'il y a des personnes qui veulent se rajouter aux commissions ou partir des commissions aussi, s'ils veulent changer de commission, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc, accessibilité, mobilité, sécurité, président Anthony Jaunâtre, membres Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Emmanuel Poisblanc, Olivier Guillet, Guy-Luc Fradin. Y a-t-il des modifications à faire? Oui, Sandra. Donc, Sandra Augiras. Santé, cadre de vie. Présidente Aurélie Guitny, membre Thierry Ricci, Catherine Nelgouache, David Binet, Anthony Jaunâtre, Christophe Belin, Nathalie Bossard, Frédéric Hérault, Guy-Luc Fradin. Donc je note Sandra Augiras. Y a-t-il d'autres modifications? Affaires scolaires, enfance, jeunesse. Président Gérard Alain, membre Christine Girodino, Catherine Nelgouache, Monique Dionnet,
Yannick Le Bihan, Sandra Augiras, Bruno Clavier. Donc, j'enlève Sandra Augiras. D'autres modifications? Vie associative, culture et sport. Les présidents Roger Masson et Mariette Loira, membres Isabelle Nicolas, David Rimbert, Nathalie Bossard, Olivier Guillet, Sandra Augiras. Pas de souci, donc on enlève. Oui, bien sûr. Bruno Clavier à la place de Sandra Augiras. Bruno Clavier, c'est noté. Commission Finances, présidente Nathalie Priour, membres Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Girodineau, Roger Masson, Aurélie Guitny, Constant Chauvet, Mariette Loira, Samuel Berthelot, Thierry Rizzi, Fabienne Merceron, Bruno Clavier, Delphine Chauvet. Je pense que tu n'as pas à y être. De toute façon, tu es présidente de droit, donc à vérifier. Commission Communication, présidente Nathalie Priour, membres Mariette Loira, Isabelle Nicolas, Christine Chevalier, Yannick Le Bihan, Roger Masson, Bruno Clavier. Alors, commission bâtiment, aménagement urbain, agriculture, économie, donc avec 2 sous-commissions. Première sous-commission voirie et aménagement urbain, président Constant Chauvet, membres Stéphane Lambert, Anthony Jonath, Guy-Luc Fradin, Samuel Berthelot, Olivier Guillet, Laurence Renaudino. Et pour la sous-commission urbanisme, agriculture et bâtiment, président Stéphane Lambert, membres Constant Chauvet, Gérard Alain, Olivier Guillet, Laurence Renaudino, Anthony Jonath, Frédéric Hérault. À noter que pour cette commission, présence de David Binet lorsque les dossiers traitent de l'agriculture et de Thierry Rizzi lorsque les dossiers traitent de l'économie. Y a-t-il... Tu veux, excuse-moi, à celle-ci, d'accord. Urbanisme, agriculture et bâtiment pour toi, Guy? Donc Frédéric Hérault en commission voirie aménagement urbain et Guy-Luc Fradin en urbanisme, agriculture et bâtiment. Donc on laisse Frédéric Hérault dans la sous-commission. Dans la commission urbanisme, agriculture et bâtiment. D'accord. Donc David Rimbert en plus. Ensuite, la commission citoyenneté, démocratie et sociale, sous la présidence de Monique Dionnet et Christine Girodineau. Les membres, Samuel Berthelot, Isabelle Nicolas, Nathalie Priour, Laurence Renaudino, Christophe Belin, Sandra Augiras, Delphine Chauvet. Non, ça ne fait pas partie du CCS. Donc c'est noté, les modifications sont notées. Alors on continue du coup avec la modification de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres marché public a pour mission de choisir les entreprises attributaires des marchés publics en procédure formalisée et elle est informée de l'exécution de chaque marché. Conformément à l'article 14.14.2 du Code général des collectivités territoriales, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411.5. À savoir, pour les communes de 3500 habitants et plus, d'un président, le maire ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants faisant partie du conseil municipal. Donc, je vais vous proposer de procéder à l'élection des membres. Donc, dans les membres titulaires, nous avons Anthony Jonath, Constant Chauvet, Stéphane Lambert, Christine Girodineau et Guy-Luc Fradin. C'est bon ?
Et dans les suppléants, Roger Masson, Monique Dionnet, David Binet, Frédéric Hérault et Christine Chevalier. Est-ce qu'il y a donc des remarques? Est-ce qu'il y a des abstentions sur ces deux listes de titulaires et de suppléants? Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Pour la commission délégation de services publics, la commission de délégation de services publics a pour mission d'analyser les dossiers de candidature, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'analyser leurs propositions et d'émettre un avis sur celle-ci. Donc là aussi, conformément à l'article L1411-5-2 du CGCT, la commission doit être composée pour les communes de 3500 habitants et plus, d'un président, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Alors, donc se présentent les mêmes, effectivement. Donc, Anthony Jaunâtre, Constant Chauvet, Stéphane Lambert, Christine Girodineau et Guy-Luc Fradin. Et en suppléant, Roger Masson, Monique Dionnet, David Binet, Frédéric Hérault et Christine Chevalier. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, cette commission délégation des services publics est élue. Ensuite, la commission d'ouverture des plis. Par délibération en date du 12 octobre 2010, le conseil municipal a délibéré sur les principes de commande publique. Pour les commandes supérieures à 90 000 € hors taxes et inférieures au seuil des procédures formalisées, 5 350 000 € hors taxes pour les marchés de travaux et 214 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et de services, il est prévu que les marchés soient attribués par Madame la maire au titre des délégations, de ces délégations dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT après consultation de la commission d'ouverture des plis. Donc là aussi, on a à nouveau 5 titulaires et 5 suppléants. C'est toujours les mêmes. Donc Anthony Jaunâtre, Constant Chauvet, Stéphane Lambert, Christine Girodineau et Guy-Luc Fradin en titulaire. Et en suppléant, Roger Masson, Monique Dionnet, David Binet, Frédéric Hérault et Christine Chevalier. Des commentaires, des oppositions, des abstentions. Donc, cette commission est également installée en l'état. Alors, donc ensuite, on passe au point 5 sur la modification des représentants dans les syndicats. Donc, les articles L 5211-7, 5211-8 et 5212-6 et 5212-7 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le mandat des délégués suit le sort de l'Assemblée municipale. Il y a donc lieu de procéder au renouvellement de ces délégations, qu'on vous propose de assez peu changer. Donc, concernant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, le SIAEP Pays de Ré Sud-Loire, il appartient, dans le cadre du renouvellement général, de désigner les représentants au SIAEP à raison de 2 titulaires et de 2 représentants suppléants. Alors, donc, je suis moi-même titulaire avec Thierry Ricci. Et en suppléant, on avait Nathalie Bossard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite être suppléant sur le syndicat d'eau potable? Bruno? Effectivement, tu t'engages pas trop. Ok, donc est-ce qu'il y a des oppositions à cette élection? Des abstentions? Merci. Ensuite, l'autre syndicat, c'est Territoire d'énergie 44, vous savez, l'ancien CIDELA qui a changé de nom. Donc, en qualité d'adhérent, on a transféré les compétences suivantes au syndicat: la distribution d'électricité, l'investissement en éclairage public, les réseaux et services publics locaux de communication électronique. Il appartient, dans le cadre, donc la même chose, renouvellement du conseil municipal, de désigner les représentants à Territoire d'énergie 44. Donc en titulaire, nous avons Constant Chauvet et Olivier Guillet. Et en suppléant, David Rimbert. Et pareil, il y a éventuellement une autre place de suppléant, et Guy-Luc Fradin. Très bien. Donc je vous invite à voter pour ces propositions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et merci pour eux. Alors, on arrive au CCAS.
Donc, vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 123.6 et R. 123.7, prévoyant que les membres élus par le conseil municipal le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Considérant que le CCAS de la commune est géré par un conseil d'administration composé de Madame la maire, qui en est la présidente de droit, de 8 membres élus par le conseil municipal en son sein, et de 8 membres nommés par Madame la maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Donc il y a lieu de procéder à l'élection de 8 représentants du conseil municipal au sein de cet organisme, en plus de moi-même, qui en suis membre et présidente de droit. Donc pour le CCAS se présentent Isabelle Nicolas, Delphine Chauvet, Monique Dionnet, Christine Giraudino, Roger Masson, Nathalie Priour, Sandra Augiéras et Guy-Luc Fradin. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, on reste comme ça. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette liste? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, les représentants du conseil municipal au comité social territorial, le CST. Donc là aussi, il y a lieu de procéder à la désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité social territorial. Et donc, on vous propose 3 représentants titulaires et 3 suppléants. Donc, en plus de moi-même, en titulaire, on a Nathalie Priour et Christine Giraudino. Et on a 3 suppléants, Monique Dionnet, Anthony Jaunâtre et Guy-Luc Fradin. Donc, il y a une place de titulaire. Non, pas du tout, parce que c'est en plus de moi. Oui. Ouh là là, ça fait 3, ça fait 3. Il y a pas de place, c'est complet. C'est complet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que la mienne? Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? Non plus. Alors, on arrive à la commission d'accessibilité. Donc, conformément à l'article L. 2143.3 du CGCT, modifié par la loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 27.5, dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du Code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Elle est destinataire des projets d'agenda d'accessibilité programmés prévus à l'article L. 165.1 du Code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Donc, j'en suis présidente là aussi, avec comme président adjoint Anthony Jaunâtre, puisque voilà, on sait qu'on a un gros dossier à traiter là-dessus. Et en membres, on a donc Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Emmanuel Poisblanc, Olivier Guillet et Guy-Luc Fradin. Est-ce qu'il y a des propositions, des remarques? Non. Donc, par rapport aux personnes qui se présentent, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, les personnes nommées sont élues pour cette commission. Alors, après les syndicats et les commissions, nous arrivons aux membres des associations et groupements. Donc, la commune adhère à divers organismes et associations. Aussi, il y a lieu de procéder à la désignation de ses représentants. Donc, il y a un représentant titulaire et 1 ou 2 représentants suppléants. Donc, pour l'association Sud-Loire-Océan, Aslo, donc je suis titulaire et Roger est suppléant, Roger Masson.
L'association d'exploitation de la maison de retraite. Donc je suis également titulaire avec en suppléant Monique Dionnet et Nathalie Bossard. Pour l'association de la bibliothèque de Sainte-Pazanne, Mariette Loira et Roger Masson en titulaire. Et pour l'association Anadom, Christine Giraudino en titulaire et Isabelle Nicolas en suppléant. Voilà, donc là, c'est une désignation. On est d'accord ? On est d'accord. Mais s'il y a des remarques, il peut y avoir des remarques quand même. Pas plus que ça. Et arrivé au point 10, je vais passer la parole à Constant pour le parking de la gare. Transfert de... attends que je reprenne. Dans le cadre des travaux du parking de la gare, il est nécessaire de réaliser un avenant au transfert de gestion en date du 22 décembre 2014 par délibération du 16 décembre 2014 et relatif aux parcelles cadastrées section AH numéro 314 et 317 pour une surface totale de 34 arts 43 centièmes. Ce transfert de gestion avait été conclu entre Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau depuis le 1er janvier 2015. Afin de réaliser un agrandissement du parking de la SNCF pour les usagers du train et de ses activités, accessoires et complémentaires, les parties ont convenu d'y intégrer la parcelle ci-dessous. Il convient de conclure un avenant au transfert de gestion initial avec la SNCF Réseau concernant cette parcelle. Alors, située 2 rue de la Gare, on l'a à l'écran. OH 409, 21 arts, 68 centières. Les frais de géomètre d'un montant de 1 380 €, ainsi que les frais du présent acte rectificatif sont à la charge de la commune de Sainte-Pazanne. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant au transfert de gestion entre la commune et la SNCF Réseau. Donc ça y est, le parking est aménagé, il a été ouvert. On a fait les marquages, il nous reste juste quelques flèches directionnelles à positionner. Et ce matin, il y avait des voitures qui chaînaient, même dans le milieu, pour faire les flèches. Donc, dans la semaine, demain, c'est mercredi, il y a souvent moins de monde le mercredi. Donc, on va essayer de les faire demain s'il fait beau. Voilà. Préciser qu'il y aura quand même des périodes peut-être de fermeture à prévoir, parce qu'il y a certes le marquage et tout ça est fait, mais il y a l'aménagement paysager qui sera fait. Oui, ben, il y aura les espaces verts qui restent à réaliser là. Maintenant qu'on a un petit peu de fraîcheur et tout, les gars vont pouvoir s'y mettre au mois d'octobre à faire les plantations. Comme celles d'ailleurs qui sont dans la rue de Bel-Air, qui n'ont pas été faites actuellement, elles vont être réalisées à l'automne. Ça marche. Donc je vous propose... Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus sur le parking ? Donc je vous propose d'approuver l'avenant au transfert de gestion initiale. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Toujours pas. Donc ce transfert est adopté. Donc je vous précise que les frais de géomètre ainsi que les frais du présent acte rectificatif seront à la charge de la commune et que vous m'autorisez à signer l'acte formalisant l'autorisation de l'occupation de l'emprise et à accomplir toutes les démarches administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. Et pour le point 11, je passe la parole à Stéphane. Définition des objectifs et ouverture de la concertation préalable à la réalisation de l'aménagement du quartier Gare de Sainte-Pazanne. Je rappelle que la commune de Sainte-Pazanne a inscrit dans son PLU la réalisation d'une opération d'aménagement à vocation d'habitat, commerce, service sur le secteur gare, en centre-ville, orientation d'aménagement numéro 1, zonée UA. Par délibération en date du 5 mai 2015, il a été acté un périmètre d'étude permettant de réfléchir au devenir de ce site stratégique et majeur pour le centre-ville. En parallèle, la commune de Sainte-Pazanne, inscrite dans le dispositif Petite Ville de demain, a mené une étude globale afin de se doter d'un plan guide et de définir la stratégie de développement de son centre-ville et en particulier étudier la faisabilité sur le secteur du quartier gare.
la commune de Sainte-Pazanne a sollicité l'établissement public foncier de Loire-Atlantique pour acquérir par voie de préemption la propriété appartenant à la SCI Brancas GH. Le site était occupé jusqu'à présent par une scierie. Dans ce contexte, et avec un objectif de sobriété foncière, la commune souhaite poursuivre la réflexion en vue du renouvellement urbain du site. Une étude de mobilité pour la réalisation d'un pôle d'échange multimodal est en cours, dans l'optique de vendre prochainement le foncier à un futur opérateur. La commune souhaite préciser son ambition tant sur les futures constructions que sur la qualité des espaces publics. Ce quartier, dont l'objectif est d'accueillir à minima 150 logements, dont 40% de logements sociaux et 1500 m² de services tertiaires, devra répondre aux principaux enjeux identifiés. Un quartier gare ouvert sur le bourg et la métropole, un renouvellement urbain qui s'ancre dans l'histoire du lieu, un Talweg redécouvert, paysage partagé à l'échelle de la ville et du quartier, une enclave qui se remaille et s'articule à son voisinage sans perdre sa quiétude. Dans une volonté d'encadrer le devenir de ce projet, la commune de Sainte-Pazanne a souhaité être accompagnée par Loire-Atlantique Développement, SPL, en lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la commercialisation de ce foncier. Je rappelle qu'en application de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, il convient d'engager la concertation préalable associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Ce, afin de recueillir les avis et permettre les expressions dans leur diversité des acteurs concernés et de la population locale. Je rappelle qu'au terme de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, les modalités de la concertation sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité. Il est donc proposé que cette concertation s'établisse comme suit. La tenue d'un atelier ouvert aux habitants, associations locales et autres personnes concernées, la mise à disposition du public d'un dossier de concertation et d'un registre, la réalisation de 2 permanences, la réalisation d'une réunion publique. Ces modalités de concertation feront l'objet d'une information préalable du public par voie de presse. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et d'engager la concertation préalable à ce projet d'aménagement selon les modalités préalablement définies. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment des articles L103-2 et suivants, vu le schéma de cohérence territoriale approuvé par délibération du PETR, organisme en charge de l'élaboration du SCOT en date du 28-05-2013, modifié le 19-03-2018 et modification simplifiée le 21-02-2022, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 23-01-2007 et ayant fait l'objet de modifications approuvées le 8-07-2008, le 21-12-2010, le 7-05-2012 et le 25-02-2014, les modifications simplifiées approuvées le 21-12-2010, le 15-12-2015, le 20-09-2016, le 10-07-2017 et le 5-07-2022, des révisions simplifiées approuvées le 21-12-2010, le 29-01-2013 et le 21-03-2017 et révisées le 28-01-2020. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments présents et notamment les objectifs poursuivis dans le cadre du projet de roulement urbain, les modalités de concertation, le périmètre du projet envisagé, après avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'approuver les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain, l'avenant du transfert de gestion initial. L'article 2, d'engager la concertation préalable à ce projet d'aménagement selon les modalités suivantes. La tenue d'un atelier ouvert aux habitants, associations locales et autres personnes concernées. La mise à disposition du public d'un dossier de concertation et d'un registre. La réalisation de 2 permanences. La réalisation d'une réunion publique. Le public sera informé des jours et des lieux de la réunion publique par voie d'affiche opposée en mairie ainsi que par avis diffusé dans le bulletin municipal et sur le site internet de la mairie. Article 3, de charger Madame le maire de mener la concertation. Article 4, la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la réglementation en vigueur. Article 5, Madame le maire est chargée de l'exécution de la présente délibération.
Alors, on a commencé à travailler sur ce dossier juste tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport aux propositions d'articles qui viennent de vous être faites? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, on est tous d'accord d'avancer sur ce projet avec toutes les modalités de consultation des habitants. Et je passe la parole à Gérard Alain pour les tarifs de la restauration scolaire pour le multi-accueil et le centre de loisirs. À partir de la rentrée scolaire 2023-2024, l'association PASAFA a confié aux restaurants scolaires la mission de préparer et livrer les repas au multi-accueil et au centre de loisirs. Il convient de fixer les tarifs correspondants comme ci-dessous. Pique-nique, salade ou sandwich pour l'accueil périscolaire, 4,50 €. Les repas avec 5 éléments pour la crèche ou pour l'accueil périscolaire, 4,50 €. Le personnel de périscolaire, 6,50 € et le personnel de la pause méridienne, 5,78 €. Il y a des remarques sur ces tarifs? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc les tarifs sont adoptés. Et je repasse la parole à Nathalie pour la modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Donc, il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Premièrement, il convient de créer un poste au tableau des effectifs pour donner suite à la demande de disponibilité d'un agent du service urbanisme. Donc, il est proposé la création d'un poste de 35 heures agent adjoint administratif. Deuxièmement, il convient de créer 3 postes au tableau des effectifs pour donner suite à la promotion interne et aux avancements de grade. Service bâtiment, promotion interne, technicien, 35 heures. Mairie, avancement de grade adjoint administratif principal, 2e classe, TNC. Temps non complet, merci, c'est mieux de préciser. Bon, ça se voit, 17h30 minutes. En mairie, donc avancement de grade, agent de maîtrise principale, 23h37 minutes. Je vous propose d'approuver du coup ces modifications et cette création du coup de postes. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, merci. Et donc, pour la convention partenariale d'accueil des peines alternatives à la prison sur le territoire, les piges, je passe la parole à Monique Dionnet. Dans le cadre des mesures alternatives à la prison, le CISPD, donc le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, dans sa séance du 30 mars 2023, a pris connaissance du dispositif de travail d'intérêt général développé par le gouvernement en s'appuyant sur les collectivités. Ce projet avait été initié le 22 avril 2021 lors du Conseil des maires de l'agglomération dédié au CISPD. Le travail d'intérêt général est une sanction, donc un travail non rémunéré, une réparation, une mesure qui profite à la société, mais il est aussi une étape vers la réinsertion par le travail, respect d'horaires, de contraintes techniques et d'une hiérarchie. C'est une mesure qui permet de réduire les risques de récidive. L'objectif de la convention proposée entre les services de la justice, les communes et l'agglomération est de développer l'offre d'accueil des peines alternatives sur le territoire de Pornic-Aglo, Pays de Ré, dans le cadre de programmes d'action du CISPD, Jeunes exposés à la délinquance. Fiche action 1.11 de ce programme, mettre en place les dispositifs de réparation pénale pour mineurs et le travail d'intérêt général.
Cette convention a pour objectif d'agréer la commune et définir les conditions d'accueil d'un TIG. Il est rappelé que les infractions concernées par les TIG sont des délits tels que conduite sans permis, usage de stupéfiants, violence, vol, outrage à la personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sous l'emprise d'alcool. La durée d'action d'un travail d'intérêt général est de 20 heures, entre 20 heures jusqu'à 400 heures maximum, en moyenne 105 heures, soit 3 semaines. La personne accueillie est suivie par un conseiller pénitentiaire qui reste le référent de la mesure judiciaire durant toute l'exécution du TIG. Sur la base de la Convention, la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'association départementale d'accompagnement d'éducation et sociale pourront faire appel à la commune pour accueillir un mineur ou un jeune adulte dans les cadres suivants. L'exécution des peines confiées par les magistrats, donc ça c'est un travail d'intérêt général ou une mesure de réparation, et le déploiement d'une activité d'insertion dans le cadre de stages de découverte des métiers, de composition pénale et de travail non rémunéré. Donc le Conseil est appelé à délibérer pour approuver cette convention partenariale avec ces structures. Ouais, une remarque, une question? Bon, qui c'est qui encadre, qui c'est qui accompagne? Alors, pour moi, il y en a régulièrement, par exemple, au service des espaces verts. Donc, ils interviennent, ils sont encadrés par le référent de l'équipe et ils sont suivis, du coup, par les associations là, avec lesquelles on signe cette convention. D'accord. On a déjà fait, quoi. Oui, ça se pratique. Et vous parlez de, le déploiement d'une activité d'insertion dans le cadre de composition pénale. Vous savez ce que ça veut dire, non? C'est quand le juge statue des peines, du coup, on leur fait c'est de la réparation. La composition pénale, ça veut dire qu'ils font une partie peut-être en tige et puis une partie d'autre chose, du coup? C'est la peine pour faire de la réinsertion, bien souvent. Donc, ils sont la découverte des métiers, c'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est pour vraiment les jeunes délinquants. À ça, en fait, parce que je voyais violence, tout ça, il faut savoir gérer, quoi. Ouais, quand ils arrivent dans ce cadre-là, en fait, ils savent bien pourquoi ils sont là. En fait, le tige, c'est la première étape, quoi. Si le tige, ça se passe pas bien, voilà, il peut y avoir d'autres mesures. Après, c'est sur la base. Patrick me dit si je me trompe, mais c'est sur la base du volontariat. Donc, on a effectivement, des équipes qui en accueillent plus que d'autres, qui sont plus. Voilà. Et on a aussi des missions qui s'y prêtent plus que d'autres. On va plutôt mettre les tiges aux espaces verts qu'à la cantine. S'il était besoin de préciser. Voilà, mais ça limite aussi du coup les personnes accueillies. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, autres? Et bien donc je vous propose de voter. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette convention avec ces structures qui nous permettent de répondre à ces demandes, parce qu'il faut des structures pour pouvoir les accueillir, ces personnes. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Non, des abstentions. Donc on approuve la convention partenariale entre la DTPJJ 4444, le SPIP 44 et l'ADAS 85. Et vous m'autorisez à signer ladite convention et à accomplir toutes les démarches administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. Et le point 15, je crois qu'on fait à nouveau appel à Gérard pour un recours à un contrat d'apprentissage en restauration collective. Je rappelle que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Il incombe à la collectivité de prendre en charge le coût de la formation et les frais annexes.
il est proposé au conseil municipal d'avoir recours au contrat d'apprentissage pour l'année scolaire 2023-2024, préparant au certificat de spécialisation en restauration collective. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle en modifiant le Code du travail, vu le décret 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié, portant diverses propositions relatives à l'apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, vu le décret numéro 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis ou apprentis IE dans le secteur public non industriel et commercial, vu la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, vu le décret numéro 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, considérant l'avis du comité social territorial, considérant que cette démarche nécessite de nommer un maître d'apprentissage au sein du personnel communal, que celui-ci aura la mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti IE, de compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier, que le maître d'apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti IE et aux relations avec le centre de formation des apprentis IES ou l'établissement, que de plus il bénéficiera d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points. Considérant qu'il revient au Conseil de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, considérant qu'il revient à la collectivité de prendre en charge le coût de la formation et les frais annexes. Donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur sur ce point qui est, alors je ne sais pas si c'est une première, ou en tout cas c'est voilà, une nouveauté là pour cette année sur le service de la restauration collective, donc qui a été sollicité pour la mise en place d'un contrat d'apprentissage. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait la prise en charge du retour à toute la production interne à la commune. On pouvait prendre des apprentis, alors qu'avant, comme on était en régie concédée avec une société, c'est pas nous qui formions les apprentis. Mais à partir du moment où on a repris en charge la production de la cuisine, on a trouvé opportun de pouvoir former des apprentis dans ce domaine. Et comme c'était une jeune fille, parce qu'on parle d'une jeune fille, comme c'est une jeune fille qui faisait déjà des stages chez nous et qui nous a sollicité pour l'apprendre en apprentissage. Voilà. Donc ce document, c'est pour, là maintenant, la proposition qu'on fait, c'est pour régulariser cette situation, puisque on l'a mis elle a commencé sa formation au 1er septembre, à l'ouverture de l'année scolaire. Oui. J'ai pas compris. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a une idée du coup ? Patrick, peut-être que tu peux renseigner. Non. Très sympa. Non. C'est peu élevé, hein, parce que les contrats d'apprentissage, donc c'est des contrats d'apprentissage qui sont, comme c'est une jeune qui a moins de 18 ans. A moins de 18 ans, donc sur l'année, ça ne représente pas une somme exorbitante. Et malgré le coût, hein, bien sûr, parce qu'on a la fonction publique met en place des aides pour favoriser l'apprentissage, mais les places sont tellement réduites qu'on ne peut pas bénéficier de ces aides. Mais on a pensé qu'il était intéressant
d'aider cette jeune fille justement à trouver un maître d'apprentissage, et puis que si on veut trouver des personnes pour travailler dans nos collectivités, la meilleure des solutions, c'est de les former. Donc voilà. Même si ça a un coût pour la collectivité, cette jeune fille travaille, elle se forme par le travail. Donc, même si c'est un coût qui est important pour la collectivité, c'est intéressant de pouvoir le faire. Tout à fait. On amènera des éléments de réponse lors du prochain conseil, si vous voulez, effectivement. Donc on vous propose donc de recourir au contrat d'apprentissage, de conclure pour l'année scolaire 2023-2024 un contrat d'apprentissage, d'inscrire au budget les crédits nécessaires et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dispositif, et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation des apprentis. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on intègre dans ce dispositif? Des abstentions? Une abstention pour Stéphane. Ok. Et j'arrive du coup au point 16, du coup le recours à un contrat de projet dans le cadre du dispositif volontaire territorial en administration, VTA. Je passe la parole à Nathalie. Alors, le ministère de la Cohésion des Territoires a lancé un nouveau dispositif dénommé volontariat territorial en administration. Ce dispositif, subventionné par l'État, permet de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d'une mission et permet d'apporter un soutien aux territoires ruraux en matière de développement et d'ingénierie. Donc, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, on avait déjà fait appel à ce dispositif. Donc là, on renouvelle cette demande. Donc, on vous propose de procéder au recrutement d'un agent contractuel en sollicitant le dispositif VTA. Les missions s'articuleront ainsi: la citoyenneté, animation d'action citoyenne, accompagnement du conseil citoyen, développement des partenariats et évidemment toute la communication qui entoure ces événements. Donc, je propose à l'Assemblée de créer un emploi non permanent de chargé de citoyenneté à temps complet relevant de la catégorie hiérarchique B dans le cadre d'un contrat de projet visé à l'article L332-24 du Code général de la fonction publique. Cet emploi est créé jusqu'au 8 octobre 2024 inclus, avec une possibilité de reconduction tacite de 6 mois maximum. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 389 du premier grade de rédacteur, à laquelle se rajoutera le régime indemnitaire de catégorie B. Vu l'article L332-24 du Code général de la fonction publique, considérant qu'il convient de procéder au recrutement d'un agent contractuel en sollicitant le dispositif VTA. Ça marche là. Donc on vous précise que si on sollicite ce dispositif, en fait, c'est parce que c'est un dispositif qui est aidé par l'État, à hauteur de, alors si ça va changer, de 15 000 € sur un an. Donc qui permet de limiter les frais pour la collectivité et d'avoir des agents, plutôt de jeunes actifs qui sont formés, plus que sur des dispositifs type contrat, type service civique où du coup on avait des personnes avec moins de formation et des conditions nettement moins attractives. Donc là c'est vrai que ce projet de VTA, c'est pour soutenir toutes les actions en lien avec la citoyenneté qui demande beaucoup de temps, pour aller à la rencontre des habitants et essayer de diversifier. On en a parlé un petit peu déjà, mais les actions qu'on mène, type la journée citoyenne, mais qu'on souhaite là encore diversifier et aller sur d'autres modalités. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voudrais savoir si vous pourriez nous communiquer la fiche de poste, notamment, pour qu'on puisse bien mesurer le contour et le contenu des missions. Parce que là, c'est vrai que je lis animation citoyenne, accompagnement, mais c'est vaste.
connaître un petit peu aussi le rattachement, le fonctionnement du poste. Oui, tout à fait. On peut communiquer la fiche de poste qui a été validée aussi par le dispositif VTA qui est géré par l'Agence nationale de cohésion des territoires et la préfecture qui donne son aval en fait et au poste et au recrutement en fait. Mais ça c'est fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous propose de délibérer sur la création d'un emploi non permanent de chargé de mission citoyenneté à temps complet. T'as déjà dit tout ça, non ? Relevant de la catégorie hiérarchique B dans le cadre d'un contrat de projet visé à l'article L 332-24 du Code général de la fonction publique, d'inscrire au budget les crédits nécessaires et de m'autoriser à accomplir toute démarche administrative pour la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, merci. Et on passe à la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique. La candidature de la commune de Sainte-Pazanne à l'expérimentation du compte financier unique 2023 au titre de la campagne 2024 a été retenue pour la 3e vague d'expérimentation portant sur les comptes de l'exercice 2023. Le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur et à son comptable, remplaçant les actuels comptes administratifs et comptes de gestion. Conçu pour être plus simple et plus lisible, il permet d'apporter dès la phase expérimentale des simplifications et contribue à l'amélioration de l'information financière et de la transparence des comptes. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser Madame la maire à signer la convention d'expérimentation du compte financier unique qui a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Ah, une question sur le compte financier unique. Allons-y. C'est l'expérimentation, ce serait pour combien de temps? C'est une expérimentation. C'est une expérimentation qui commence, mais sans de date butoir. Après, l'idée, c'est que ça soit généralisé. Voilà, c'est ça. Donc les discussions sur le budget l'année prochaine devraient être plus claires. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, avec moins de budget à voter, il n'y aura que ce budget-là à voter. Est-ce que ça va impliquer des modifications du processus comptable interne à la collectivité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont des retours d'expérimentation et auxquels on a déjà réfléchi et qui vont imposer une nouvelle organisation interne? Ça va s'imposer à tous, de toute façon. Oui, en fait, encore une fois, c'est une expérimentation, mais dans le but, on n'a pas de retour puisque l'expérimentation, là, elle commence. Et l'idée, c'est que ça... Si, ça a commencé sur d'autres collectivités. Ah. Ouais. Il y a des collectivités qui ont commencé l'année dernière de l'agglo, là. Et nous, on commence cette année. Vous avez eu des retours qui sont positifs? Ben oui, c'est positif. Là, ça simplifie. Mais ça s'imposera de toute façon. Ça s'impose un peu à nous. À partir du moment où on passe à la M57, on est obligé de rentrer dans le dispositif. Pour nous, ça sera plus simple parce qu'on n'aura plus qu'un seul compte. Mais le travail restera le même. Le compte de gestion et le compte... merci. Le compte de gestion et le compte administratif, de toute façon, devaient se recouper, devaient être identiques. Donc, quand on vous présentera le compte unique, pour le conseil municipal, il n'y aura plus qu'un seul vote et non 2 parties de vote. Mais en interne, il y aura des modifications et effectivement, on aura des modifications à faire. On espère aller vers la simplification, effectivement. Après, on en reparlera sans doute en commission finance. Oui, Emmanuel. Et si jamais on n'avait pas la réussite de cette thèse, on peut revenir en arrière aussi. Encore une fois, c'est pas notre libre. Une expérimentation qui a vocation à généralisation, en fait. Jusqu'au moment où il faudra peut-être passer à une M autre chose et une autre expérimentation. M58. Mais c'est pas d'activité pour le moment.
Voilà, on n'a pas forcément tous les éléments là, à vous ramener aujourd'hui. On en parlera sans doute encore une fois en commission finance, quoi. Est-ce qu'il y a des oppositions à aller dans ce dispositif, dans cette expérimentation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, nous allons aller vers la simplification. Alors. Et nous allons passer au point 18 sur l'évolution des règles régissant le conseil municipal des enfants. Et je passe la parole à Monique Dionnet. Vu le CGCT et notamment l'article R 2143-2 sur la participation des habitants à la vie locale, vu la Convention internationale des droits de l'enfant dans son article 12.1, les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Considérant que le Conseil municipal des enfants existe depuis le 18 octobre 2005, considérant l'implication de nos jeunes élus, considérant le souhait de la ville de modifier les modalités de fonctionnement du Conseil municipal enfant dès octobre 2023, il est proposé de fixer les modalités comme suit. L'objectif du Conseil municipal des enfants est de permettre aux enfants en apprentissage de la citoyenneté adaptée à leur âge, qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, le vote, le débat contradictoire, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers, mais aussi par une gestion des projets par eux-mêmes, accompagnés par des élus. Les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune. Le Conseil municipal des enfants remplira le rôle suivant. Être à l'écoute des idées et des propositions des enfants et les représenter. Proposer et réaliser des projets utiles à l'échelle de la commune. Le Conseil municipal des enfants sera présidé par Madame la maire ou un adjoint, comme prévu par l'article L 2143-2 du CGCT. Le Conseil municipal des enfants sera animé et encadré par au moins 2 adultes, dont un adjoint, afin d'offrir un cadre structurant dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil municipal des enfants réunira au moins 24 enfants, 8 CM1, 8 CM2, 8 6e élus dans les 2 écoles et les 2 collèges de la commune. Pour être conseillés, les enfants devront se déclarer candidats en CM1 après autorisation parentale et être élus par leur père pour 3 ans. Le Conseil municipal enfant se réunira après les élections des CM1 en octobre. Un calendrier sera établi. Les réunions mensuelles se dérouleront principalement les samedis de 10h à 12h. Les conseillers seront conviés à chaque manifestation communale, comme les commémorations, les inaugurations, les vœux, etc. À l'issue de leurs 3 ans de mandat, il sera proposé aux conseillers de poursuivre leur investissement, s'ils le souhaitent, durant 2 années supplémentaires au sein du conseil municipal, puis d'intégrer le conseil citoyen. Il est proposé donc au conseil de délibérer sur l'approbation de l'évolution du conseil municipal des enfants, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer après la 6e, s'ils le souhaitent. Ce sera sur le volontariat. C'est le principal changement, en fait. C'est ça. Parce qu'on a des jeunes qui vraiment s'investissent et qui ont envie de continuer. Et on s'est dit, ça serait dommage de les arrêter dans leur élan. Est-ce qu'il y a des questions d'autres? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, merci pour eux. Alors, le point 20, décision L2122 du CGCT. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, vous m'avez, conseil municipal, délégué un certain nombre de délégations, dont la délégation numéro 4, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Et donc, on a dû faire des modifications sur donc les marchés publics pour l'école de musique.
Donc, concernant le lot numéro 8, menuiserie intérieure, agencement, l'entreprise retenue est Quadrinov Agencement pour l'estimation hors taxe de 66 000 € et l'offre mieux-disante étant à 86 847 €. Et pour l'électricité, à Sage Électricité, avec une estimation à 183 000 € et l'offre mieux-disante à 165 476 €. Voilà, donc je vous informe de cela. Et nous allons passer aux concessions dans les cimetières. On passe ça. On passe ça, il n'y a pas d'image. Je ne suis pas obligée de tout les lire, très bien. Donc il y a un certain nombre de concessions que vous pouvez voir sur la fiche. Et on va passer au droit de préemption urbain. Là, il y a des images. Très bien. Alors, donc, renonciation de la commune à acheter les immeubles suivants. Donc, sur la parcelle... On n'a pas d'affichage, ouais, on n'a pas d'affichage, Denis. C'est pour ça que j'attendais les images. Ah ouais. La grande télé qui ne marche pas. Elle est fatiguée. Ça. On en retourne une sinon. Merci beaucoup, Denis. Donc, nous avons donc la parcelle 346, située rue des Nouilles. Nous avons ensuite les parcelles 216, 217 et 332, situées au 15 rue du Loquet. La parcelle numéro 105, 9 rue des Frênes. La parcelle 271, 8 rue de la Feuillette. La parcelle 353 au 10 avenue des Tilleuls. La parcelle 10 au 11 rue des Albizia. La 263 au 6 avenue des Sports. La 129 au Grand Clos, qui est non soumis. La 292, 34 rue de Bazoin. La 501 rue Sainte-Anne. La 380, 47 rue de Lillette. La numéro 3 au 11 place de Ray. Et c'est la boulangerie. Tout à fait, la boulangerie. Voilà, on n'achète pas la boulangerie. On se dit finalement, on n'achète pas la boulangerie. Non, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un repreneur du coup pour la boulangerie et que voilà, ça suit son cours. Donc c'est pour bientôt. Oui, on en avait déjà parlé ici, ça, avant la fin de l'année a priori. On croise les doigts, mais normalement avant la fin de l'année, on devrait retrouver nos 2 boulangeries du centre-ville. Et on termine avec les parcelles 359 et 362 du 5 impasse de la Dauloire et le lot 10 au clos des Tonneliers. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Eh bien, nous passons à l'agenda. Que je n'ai pas vu. Donc, dans les dates à retenir, nous avons donc la réunion publique qui est prévue le 10 octobre
C'est une réunion qui est évidemment ouverte à toute la population. On évoquera donc le bilan du mandat et les projets à venir. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça sera affiché dans le bulletin qui sera distribué à compter de la semaine prochaine. Mais voilà, on sait bien que l'information de proximité, il n'y a que ça de tel. Et donc l'atelier qu'on a fait aujourd'hui, nous, élus sur la friche industrielle Gauvry, il y a un atelier voilà, qui est un peu sur les mêmes bases, qui est prévu le mercredi 18 octobre à 18h. Donc là, voilà, la population, les associations, enfin toutes les personnes qui sont intéressées par ce site sont invitées du coup à venir le 18 octobre. Et Stéphane ? Juste pour préciser que c'est marqué visite à 18h, mais tout dépend de la lumière, parce qu'il commence à faire nuit très tôt. Donc du coup, la visite se fera peut-être en deux temps. Il y aura peut-être un atelier et ensuite une visite ou vice-versa. Okay. Ça sera après, on va préciser ça. Ça, on va le donner par la suite, mais pour l'instant... faut bloquer la date. Il faut bloquer le 18 octobre, ça c'est sûr. Ouais. Et venir avec sa frontale, ça c'est une bonne idée ça. Info sur le site internet, dans les journaux, panneaux lumineux et tout ça. C'est ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Donc il y a le lancement de la saison culturelle le dimanche 8 octobre au TMP avec un spectacle intitulé 7 lieux sous la lune. Et dans le cadre de la semaine bleue, Christine, tu veux nous dire un petit mot ? En fait, la semaine bleue, donc c'est toujours la première semaine d'octobre. Donc cette année, donc il y a plusieurs journées d'animation. Le mardi 3 octobre, donc sortie du parc de Chaumoret avec passe-balade. C'est pour voilà. Alors c'est pas le mercredi 4 octobre, mais c'est pas le mercredi 4 octobre, mais c'est le mardi 3 octobre. Le thé dansant avec le club Tournemine. Le jeudi 5, les ateliers sur la prévention à la salle Escale, organisés en partenariat avec l'AGLO, avec des ateliers différents sur le code, sur des codes. Repasser son code, Monique, peut-être tu peux m'aider aussi, sur... la prévention des chutes, ouais, avec des renseignements avec le CLIC, avec la gendarmerie, sur tout ce qui est arnaque, avec le poulpe, sur des activités on va dire du sport adapté également. Vraiment tout centré sur nos seniors. Et il y aura aussi France Service les filles du France Service qui seront là aussi pour dire que ça existe en fait pour aider les gens à faire leur démarche administrative. Et puis le dimanche 8 octobre, il y a un spectacle qui est à gauche d'ailleurs, là, sur la photo, qui est bien adaptée au public des aînés. Voilà. Alors, dans les autres rendez-vous, il y a une réunion pour les bénévoles intéressés pour intervenir donc, au Théâtre municipal Pazenay, mercredi 20 septembre, donc demain, salle de l'Entracte, à quelle heure ? 18h30. Une scène ouverte qui est organisée par la Maison Citoyenne. Donc le premier spectacle, on en a parlé, la réunion publique aussi. Et donc on a parlé de la semaine bleue qui a lieu début octobre. Et il y aura aussi une semaine dédiée à Octobre Rose du 16 au 21 octobre avec différentes animations aussi sur le marché, dans les commerces. Ouais, donc en fait, on a proposé aux commerçants de décorer leur vitrine en rose. De pouvoir avoir des urnes pour des dépôts de dons. Certains commerçants peuvent aussi proposer soit une pizza rose ou un gâteau rose, enfin voilà. Et puis le vendredi sur le marché, il y aura des stands aussi de prévention et voilà. Voilà, et donc le dimanche 29 octobre, nous accueillerons les nouveaux habitants qui ont normalement été informés, mais qui n'hésitent pas à se manifester si toutefois ils n'avaient pas reçu d'invitation. Et voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée. Coupée.
On n'a pas prévu.